Bienvenue dans cette conférence en ligne donc, sur les troubles du neurodéveloppement. Je vais tout de suite partager le plan de cette conférence en ligne, ce qu'on va traiter aujourd'hui. On va commencer, la grande première partie de cette conférence en ligne, ça va être de décrire, de comprendre ce que sont ces troubles, notamment avec quelques définitions simples. J'imagine qu'il y a une partie d'entre vous qui les connaissait déjà, mais on va juste, notamment via Cécile, les voir. Ensuite, il y aura un focus fait sur les troubles 10 pendant une partie, notamment animée par Aurélie. Toujours dans cette description et ce que sont ces troubles. On a la chance d'avoir Kim aussi connecté, qui a bien voulu aujourd'hui partager son expérience en tant qu'élève. Elle a quitté l'enseignement il y a quelques années, mais voilà, elle va expliquer ce qu'elle a vécu comme challenge et comment elle a quand même réussi à poursuivre et à réussir ses études, voilà, malgré certains troubles. Et ensuite, on rentrera dans une partie de la conférence concernant des stratégies, des aides, des solutions. On va regarder ce que les cartes mentales et notre ressource numérique MindView peuvent apporter pour compenser certains troubles que ces élèves ont. Et on finira toujours sur cette partie, on va dire, solution, avec un partage de conseils pratiques, erreurs à ne pas faire, et qu'on partagera aujourd'hui, notamment via aussi Aurélie et Cécile et leur expérience dans le secteur, notamment l'éducation, mais pas que. Et on finira par le temps qui nous reste, où on pourra déborder un peu pour ceux qui veulent, par des questions-réponses. Comme je l'indiquais, vous recevrez donc le replay et une synthèse de tout ça. Donc, juste un petit mot sur les intervenants. 3 intervenantes et un intervenant. Donc, Cécile Perret, donc, vous êtes consultante neurodiversité, Oui. ancienne enseignante, chef d'établissement, inspectrice, et maintenant vous êtes spécialité sur le sujet, c'est bien ça? Voilà, je me suis spécialisée sur le sujet. En quittant l'éducation nationale, j'ai pensé qu'il était important de sensibiliser également le monde professionnel. Donc, je fais un peu le pont entre les deux. Je continue à accompagner régulièrement des familles, mais je vais aussi en entreprise. J'ai créé un escape game qui permet de sensibiliser le monde professionnel sur le sujet, et puis un autre qui vient de sortir à la rentrée. Je propose du job coaching, donc destiné à accompagner les personnes neuroatypiques dans l'entreprise, et des bilans de compétences à qui je donne une teinte pour les personnes neuroatypiques, de manière à ce que ça soit bien pris en compte dans le cadre d'une évolution professionnelle. Ok, super. Très bien. Il y aura donc aussi Aurélie Renard-Vignel qui va intervenir, donc spécialisée sur les 10, conférencière, et vous avez écrit un livre, je crois aussi. Ouais, un livre qui est en cours d'édition. Ok. En auto-édition, donc voilà, j'espère qu'il sortira premier, allez, on va dire premier semestre, comme ça on va pas trop se mouiller, mais Ok, premier semestre 2024, j'espère. ouais, ok, super. Et donc Kim, qui travaille pour Mature aussi et qui va témoigner aujourd'hui sur son trouble. Si tu veux dire un petit mot, Kim, peut-être. Oui, bah, bonjour. Oui, effectivement, on est assez heureux d'organiser cette conférence et du coup, je vais pouvoir un petit peu expliquer mon parcours avec ma dyslexie, ma dysorthographie pendant l'école du début jusqu'à la finalité de mes études supérieures. Super, merci. Et donc moi, je suis Marc Quentin, je suis le responsable éducation de Matchware. Donc on est l'éditeur de la ressource numérique de carte mentale MindView, que je vais présenter à un moment donné. Et donc pour voilà, tout de suite démarrer, on va regarder notamment via Cécile, je vous laisse la parole sur ce que sont ces troubles du neurodéveloppement. Oui, tout à fait. Je vous laisse passer Oui. à la slide suivante, en fait. Donc, pour expliquer ce que sont les troubles du neurodéveloppement ou troubles neurodéveloppementaux, en fait, la première information qu'il faut prendre, c'est celle qui est la définition qui fait l'unanimité scientifique, hein, qui apparaît dans le DSM-5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Et cette définition, elle nous dit que les troubles apparaissent, du neurodéveloppement apparaissent précocement pendant la période de développement et souvent visibles avant l'entrée à l'école primaire. En fait,
trouble du neurodéveloppement, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a une partie du cerveau qui ne se développe pas comme la norme, comme une majorité des personnes. Donc, on a quelque chose de différent qui va impacter derrière un fonctionnement. Ça peut avoir un impact sur sur l'acquisition des acquisitions scolaires. Donc, on va voir un retard, un déficit de développement et des conséquences sur le fonctionnement personnel, social, scolaire et professionnel. Donc, on voit bien que ça a des impacts sur plusieurs sphères de la vie et que c'est vraiment présent, on va dire, dès la naissance. C'est là, c'est le cerveau qui a pas un développement similaire à la norme. Voilà. Très bien. Dans ces troubles, si on peut passer à la diapositive suivante, quelque chose qui regroupe l'ensemble des troubles neurodéveloppementaux, c'est le fait qu'ils soient invisibles. C'est-à-dire qu'il n'est pas marqué sur votre front que vous êtes concerné par un trouble neurodéveloppemental. Et ça concerne quand même 10 à 15% de la population. Donc, 10 à 15% de la population, dans une classe de 30 élèves, ça veut dire qu'on a 3 élèves qui peuvent être concernés. Une intelligence intacte, là, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il est important de rappeler, c'est que avoir des troubles neurodéveloppementaux n'est pas du tout en lien avec l'intelligence. Donc, il n'y a pas de lien entre les TND, troubles neurodéveloppementaux, et le quotient intellectuel. Et on peut typiquement avoir un haut potentiel intellectuel. C'est un sujet aussi dont on entend parler dans l'éducation nationale où on parle des élèves à haut potentiel, des EHP. Donc, on peut avoir un haut potentiel intellectuel et être concerné par un ou des troubles neurodéveloppementaux. D'ailleurs, le fait d'avoir un haut potentiel intellectuel va avoir tendance à masquer dans un premier temps les effets ou des troubles neurodéveloppementaux. L'autre caractéristique des troubles neurodéveloppementaux, c'est que c'est toute la vie. C'est-à-dire qu'on est avec, on meurt avec. Moi, je dis souvent en entreprise, vous savez, la nuit des 18 ans, c'est un peu comme dans les boîtes de conserve avec la date limite de consommation, il ne se passe rien. Il ne se passe rien dans le cerveau. Il n'y a pas un changement qui fait que tout à coup, la dyslexie ou la dyspraxie disparaîtrait la nuit des 18 ans. Dyspraxique un jour, dyspraxique toujours. Donc en fait, voilà, on a ces troubles neurodéveloppementaux et effectivement, il peut y avoir des interventions thérapeutiques, éducatives, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes qui vont être là pour aider à compenser, à aménager, à pouvoir mieux vivre dans le quotidien qui est le nôtre, ces troubles neurodéveloppementaux, mais il n'y a pas de guérison. On est toujours avec, hein. Il y a des choses qui s'automatisent, mais pas tout. Dans les troubles neurodéveloppementaux, il y a différents troubles. Il y a notamment les troubles 10. Alors, dans le DSM-5, on ne les appelle plus exactement comme ça, mais finalement, l'appellation des 10 reste quand même majoritairement utilisée. Et tous les 10 ont comme point similaire le fait qu'il y ait un défaut d'automatisation. Sur la dyslexie, on va difficilement automatiser la lecture et l'écriture. La dysorthographie, on a une difficulté d'automatisation sur l'orthographe. J'entends un son, j'entends un mot, mais je ne sais pas comment l'écrire. Un dysorthographe peut écrire 5 fois différemment le même mot dans une même dictée. La dyscalculie, on a un problème d'automatisation sur les calculs et les notions mathématiques. La dysgraphie, on a l'automatisation sur l'écriture manuscrite qui est complexe. La dyspraxie, c'est un trouble de la coordination. La dysphasie, c'est un trouble avec le vocabulaire. En émission, je pense à quelque chose et je ne trouve pas le mot qu'il faut dire. En réception, c'est j'entends un mot, je peux le répéter, mais je n'ai pas forcément le bon concept derrière le mot. Et après, on a le syndrome des exécutifs où là, on a des difficultés avec tout ce qui est planification et organisation. Un autre trouble neurodéveloppemental dont on entend de plus en plus parler et pour lequel on trouve encore des gens qui arrivent à dire que ça n'existe pas et pourtant le cerveau et les recherches confirment bien que ça existe, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. J'insiste sur le avec ou sans.
parce qu'on s'aperçoit que l'hyperactivité, finalement, c'est ce qu'on connaît tous beaucoup et sur lequel on se dit, ben voilà, on a un enfant agité, il est hyperactif et voilà. Donc, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est un trouble du comportement, certes, qui associe le déficit d'attention, l'impulsivité et l'hyperactivité à des degrés différents. L'hyperactivité n'est pas toujours associée et on a tendance à sous-estimer, à avoir des diagnostics insuffisants par rapport notamment aux petites filles qui ont un déficit de l'attention sans hyperactivité, qui sont les petites rêveuses du fond de la classe qu'on ne va pas détecter et qui vont faire des burn-out et des dépressions à l'âge adulte parce que finalement, il y avait un déficit de l'attention qui n'a pas été repéré. On avance sur la recherche à ce niveau. Et le dernier trouble qu'on connaît aussi, alors c'est le trouble du spectre de l'autisme. C'est un trouble sur lequel on avance beaucoup au niveau de la recherche. En fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau manuel, un nouveau DSM qui sort, on voit que l'autisme est classé un peu différemment. Et donc, les manifestations qui sont reconnues au niveau médical, se retrouvent au niveau des altérations des interactions sociales, c'est-à-dire que la personne concernée par des troubles du spectre de l'autisme a du mal à comprendre, connaître, exercer les règles de sociabilité et par des intérêts restreints et répétitifs. Alors, l'exemple qu'on donne couramment, c'est le petit garçon qui connaît tous les horaires de train de la gare. Mais ça peut être autre chose. Et pareil, on a un déficit de diagnostic chez les filles parce que les intérêts restreints vont être plus classiques. Une petite fille qui aime beaucoup le cheval et qui se passionne sur l'équitation, on ne va pas forcément la repérer. Voilà, donc la classification évolue. Là, aujourd'hui, on est sur une classification qui pose le TSA suivant 3 niveaux de sévérité, en fait, par rapport à l'autonomie, finalement, que peuvent avoir les personnes concernées. Très bien. Merci déjà d'avoir dressé un peu ces définitions. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. On va maintenant avoir ce focus fait sur les 10, notamment via Aurélie. Aurélie, si je ne me trompe pas, je dois lancer les sondages, c'est bien ça? Ouais. Alors là, pour le coup, on n'a pas forcément besoin de toutes les armes dont il y a marqué, mais oui, voilà. Petit sondage, voilà. Donc, je vais lancer le premier. Si j'ai bien compris, c'était de vous faire un petit peu participer, de vous faire poser des questions. Donc, il y aura un sondage Voir qui un va… petit peu les connaissances des gens sur le sujet. Super. Donc, normalement, à l'écran, vous avez un petit sondage qui apparaît. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, Aurélie. Oui, moi, il y a marqué les organisateurs et intervenants ne votent pas. Voilà. Ok, d'accord. Parce que moi, j'ai passé… Ok. Donc, qu'est-ce qu'un trouble 10? Une déficience intellectuelle, une maladie qui se guérit ou un handicap durable? Vous inquiétez pas, même si vous vous trompez ou autre, il n'y aura pas de mauvais points, il n'y aura pas de punition. C'était juste pour faire participer un petit peu. Donc, vous pouvez cliquer sur une des réponses. Après, nous est-ce qu'on voit les réponses Je vais les partager tout de suite. Voilà, je vais clôturer le sondage. Tout le monde n'a pas voté, c'est pas grave. Je vais le partager. Donc là, normalement, il apparaît à l'écran. D'accord. Donc bon, voyez. ça va. Vous avez à 96%, vous avez raison. C'est un handicap durable. En plus, elle l'a dit tout à l'heure, Cécile. Elle a dit on est avec, on meurt avec. D'accord. Elle a donné la réponse. Ok. C'était pour vérifier. Un jour, disent toujours. Je lance le second. Aurélie, ou est-ce que vous voulez commenter? Oui, non, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Donc là, il y a le deuxième sondage. Combien de troubles 10 existe-t-il? Vous avez normalement des solutions à l'écran. 6, 7 ou plus de 7. Je vais laisser quelques secondes pour répondre. Normalement, vous devez pouvoir cliquer. Au niveau, je vais laisser encore 5 secondes pour le faire. Et hop. Alors, Aurélie, est-ce que c'est correct? Plus de 7.
plus de 7. C'est vrai qu'on parle beaucoup des 7 troubles 10, hein, on en a vu 7 et on en reverra 7 ici. Mais en fait, il y a d'autres troubles 10 un peu moins connus, dont on parle moins, mais qui sont englobés dans le 10. Donc bon, il y en a plus de 7, mais c'est vrai qu'on parle plus communément de 7 troubles 10. Voilà. Très bien. Un autre quiz, un petit peu plus léger celui-ci. Ah oui, du coup, vous avez enlevé un des... Ah, c'est peut-être celui, il va peut-être venir après, alors je vais peut-être inverser dans la liste. Désolé. Non, c'est pas grave. Non, parce qu'à la base, il devait y avoir 4 personnes. Ah oui, Il y avait Stéphane Plaza en plus. je crois que j'ai retiré Stéphane Plaza de la liste. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas grave. Pour, Vous avez de la chance, vous avez que 3 c'est un personnes, peu donc plus vous simple. avez une chance sur 3 d'avoir bon. Donc, parmi ces personnes célèbres, laquelle laquelle était dyslexique? Alors, va-t-on avoir un 100%? Ah bah non. Ceux qui avaient répondu Léonard de Vinci, effectivement, avaient raison. Et je crois que c'était le dernier sondage, c'est bien ça? De mémoire, oui, Ouais, il me semble. super. Donc là, je suis revenu sur le. Ouais, Donc, je sur voulais- la... Voilà. Alors, tout à l'heure, Cécile disait qu'il y avait 10 à 15% de 10 à 15% de la population qui était atteinte de troubles du neurodéveloppement et notamment, bah, on a 10% des personnes qui sont 10. Ce n'est pas exclu qu'elles ont aussi un TDAH, hein. Donc voilà, hein, les comorbidités sont possibles. C'est d'ailleurs mon cas, hein. Moi, j'ai 7 des troubles 10 et un TDAH, avec un beau H d'ailleurs. Vous ne voyez pas, mais je bouge la jambe là en ce moment. Voilà, on a l'impression que je suis calme, mais dans ma tête, je suis pas calme. Bref, donc ça concerne un Français sur 10. Et donc, slide suivante. Bon, alors, qu'est-ce qu'un trouble 10? Slide suivante. Alors, là, c'est un peu à l'image d'un... C'est comme si on se disait, bah, en fait, le cerveau, c'est comme si c'était un logiciel. Il y a des fois où, effectivement, le logiciel, il va bien fonctionner. Et il y a des fois où, bah, on ne sait pas pourquoi, va y avoir des bugs. Et ben, les bugs, c'est les dysfonctionnements d'une ou plusieurs zones du cerveau. Attention, tout à l'heure, on a parlé avec Cécile hein, que effectivement, ça n'avait rien à voir avec le QI. Hein, donc, il n'y a pas de déficience intellectuelle quand on est 10. Déficience intellectuelle, c'est à partir de inférieur à 70 de QI de mémoire. Voilà. Et donc, c'est pas non plus un manque d'éducation. On l'a dit tout à l'heure aussi, effectivement, c'est présent depuis l'enfance, hein, in utero, hein, puisque effectivement, c'est un... du coup, c'est le cerveau qui a qui n'est pas développé pareil que les personnes qui n'ont pas de trouble 10. Donc, faut bien distinguer un simple retard d'un trouble 10. Simple retard qui va être, bon, on va réussir à récupérer. Un trouble 10, il est présent. Voilà, 10 un jour, 10 toujours. C'est des réseaux de neurones, voilà, dysfonctionnement. Par contre, vous avez été un peu trop vite. Autant pour moi. Voilà. Non, c'était avant. On était encore, voilà, c'est ça. Donc oui, un réseau de neurones qui est un peu différent, c'est-à-dire que par exemple dans la lecture, basiquement, il y a certaines zones du cerveau qui s'activent pour les gens qui n'ont pas de dyslexie, et pour quelqu'un de dyslexique, ça va passer par les petits chemins au lieu des autoroutes. Voilà. Bon. Après, c'est aussi un problème de double tâche. Bon, c'est vrai que scientifiquement parlant, double tâche, c'est pas vraiment vrai, hein. Mais c'est surtout que l'attention, voilà, est tellement rapide qu'on a l'impression de faire deux choses en même temps. Mais bon, voilà, c'est autre chose. Mais c'est un problème de double tâche et donc du coup, bah, l'automatisation des gestes, par exemple dans la dyspraxie, va être un peu difficile. Voilà. Slide suivante du coup. Donc c'est un handicap cognitif donc qui vient du cerveau, invisible et durable, qui est pénalisant à la fois à l'école, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle beaucoup, d'aménagement scolaire, hein, avec les PPS, les PAI, les PPRE, les voilà, les Guévasco, Guévasco ou Gévasco? Je sais même plus comment on prononce. Gévasco?
On dit Gévasco, mais c'est un guide. Voilà. C'est aussi pénalisant au travail, hein, parfois, évidemment, avec la fameuse reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, puisque effectivement, c'est reconnu, comme on le disait, au DSM-5, et à ce titre, on a le droit à une RQTH. Voilà, bon, après, c'est à la discrétion, hein, de certaines maisons départementales de l'autonomie. Certaines ne le délivrent pas, malheureusement. Donc voilà, bon, bref. Et puis, dans la vie quotidienne, moi, par exemple, en tant que dyspraxique, je sais qu'un jour, j'étais... donc, il y a une dizaine d'années de ça, j'étais en tout début de mon couple avec mon mari actuel. Et je lui ai dit, par contre, voilà, si un jour on vit ensemble, je te préviens, voilà, je ne ferai pas le repassage. Comme quoi, ça l'a pas froissé, puisque 10 ans plus tard, on est toujours ensemble. Voilà. Bien, ça ne l'a pas froissé pour le repassage. Ouais, c'est ça. Mais c'est trouvé d'ailleurs par mon mari. Hein, voilà. Je me jette pas des fleurs, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Mais je suis capable d'en trouver, hein, t'inquiète pas. Slide suivante. Alors, donc moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai les 7 troubles 10, donc la dyslexie, qui est un trouble de l'apprentissage de la lecture, dysorthographie, trouble de l'apprentissage de l'orthographe, la dysgraphie, trouble de l'apprentissage trouble de l'acquisition de l'écriture au sens dessin des lettres, la dyscalculie, un trouble par rapport aux mathématiques, et notamment pour moi avec les problèmes visio-spatiaux, hein, difficulté à faire des figures géométriques liées notamment à la dyspraxie. La dysphasie, qui est un trouble du langage oral qui concerne seulement 2% de la population, plus d'hommes que de femmes d'ailleurs. Et moi, j'ai la mixte, donc voilà, difficulté de compréhension à l'oral et d'expression à l'oral. Alors, ça ne se voit pas forcément, parce que ça ne s'entend pas forcément d'ailleurs, puisque je connais mon sujet. Mais croyez-moi que après cette conférence, je risque de parler comme un enfant de 5 ans. Voilà, approximativement le schéma. La dyspraxie, qui est donc un trouble de la coordination des gestes, mais aussi parfois des problèmes avec des problèmes d'orientation dans l'espace, dû à un problème de vision dans l'espace un peu complexe, hein. Et d'ailleurs, il y a aussi des problèmes, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, on a encore du mal à savoir pourquoi, mais il y a des problèmes de notion du temps aussi avec la dyspraxie. Les troubles dysexécutifs, c'est ce qu'appelait tout à l'heure Cécile, du coup, les syndromes dysexécutifs, qui concernent effectivement, comme le disait tout à l'heure Cécile, l'organisation et la planification des tâches. Donc maintenant, je vous propose, vous voyez, superbe image, super photographie de moi en train d'essayer de lire, je dis bien essayer, de lire Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Très bon livre, hein, d'ailleurs, mais le problème, c'est que voilà, quand on est dyslexique, qu'on a des problèmes de reconnaissance des lettres, c'est un petit peu compliqué de lire un livre aussi long et surtout de comprendre ce qu'on lit. Donc moi, j'ai eu recours notamment à un livre audio. Et du coup, voilà, je ne sais pas si vous le saviez, mais si vous le saviez, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, Léonard de Vinci, voilà, slide suivante, était dyslexique. Et oui, d'ailleurs, la Joconde a été, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, elle a été, voilà, j'ai bien méchanceté. Voilà. Mais bref, la Joconde, Léonard de Vinci a mis plus de 10 ans à la finaliser. C'est quand même incroyable. Et maintenant, quand on voit le détail de la Joconde, on se dit, ah ouais, quand même, il y a de la perfection. Et souvent, beaucoup de dyslexiques sont très créatifs. Voilà. Et maintenant, quelqu'un va devoir lire le texte qui va suivre. Oui, la petite mise en situation, je vais la mettre à l'écran et je vais ouvrir le micro de mes collègues. Anaël, est-ce que... Par contre, elle n'aura que 30 secondes si Anaël, on peut mettre un chrono. Ouais. Je suis là. Ok, Aurélie, alors je vous laisse donner la consigne. Et puis, alors, tout le monde pourra le faire, si j'ai bien compris. Ouais. Donc en fait, l'idée, c'est que je vais mettre 30 secondes sur mon... Alors logiquement, la slide, elle aurait dû bouger, mais bon, Hop, du coup... je la retire. Alors... Donc, je vais mettre la slide et pendant 30 secondes, ouais, dites-nous. Ouais. En fait, la slide, on va la mettre... En fait, logiquement, la progress bar en bas,
était censé Ok. faire 30 secondes, les je vais 30 secondes. laisser, ouais, je vais calculer 30 secondes. Donc, je mets la slide pendant 30 Voilà. secondes et donc, ok. Et quelle est la consigne pour les participants? La consigne, c'est d'essayer de lire à haute voix et de voir donc en fait de se mettre dans la peau d'un dyslexique. Voilà, et Ok, d'essayer de comprendre ce que vous avez lu, ce que vous ok. lisez. Donc, je vais Ça, mettre la c'est ça slide. le. Ouais. Annelle, je t'invite à lire le texte à haute voix. Et chez vous aussi, pareil, essayez de lire le texte qui va apparaître à l'écran euh, pour comprendre ce que peut vivre un dyslexique. Anaël. Alors, au 10e jour subséquent, Pantagruel fut déréour en l'heure que par eau de Blois et toi rivé Triboulet. Panturge à Sauvenu, lui dont Naude Vessiède port bien enflé et est résonnante à cause des poids qui Ok, Dans- ça fait 30 secondes. Ouais. Alors, le ressenti, qu'est-ce qui s'est passé dans votre cerveau? Comment vous vous êtes senti? Est-ce que vous avez compris ce que vous avez lu? Non, j'ai pas compris ce que j'ai lu, peut-être des bribes de morceaux et ouais, non, ça c'est complètement c'est très très perturbant. Ouais. On va passer à la slide suivante et je vais vous lire le texte. Voilà. Au 6e jour subséquent, Pantagruel fut de retour en l'heure que par eau de Blois Estoie arrivait Triboulet. Panurge à sa venue lui donna une vessie de porc bien enflée et résonnante à cause des poids qui dedans estoient, plus une épée de bois bien dorée, plus une petite gibecière faite d'une coque de tortue, plus une bouteille plissée pleine de vin breton et un carteron de pommes blanc du roi. Ouah, elle a trop bien lu. Non, en fait, je vous ai tous bluffé. J'ai en fait enregistré tout ça dans ma mémoire auditive. Donc en fait, c'est que de la tri par cœur. Donc je ne lis Ok. pas, je fais semblant de lire, hein, mais voilà, donc voilà, effectivement, c'était un texte en vieux français, extrait de Pantagruel de François Rabelais. Pourquoi mettre un texte dans ce type de police? Alors déjà, à savoir qu'il y a différents types de dyslexie et certains ont des problèmes de reconnaissance des lettres. Ce qui fait que là, si vous aviez des problèmes, j'ai vu, vous aviez dit 10 au lieu de 6. Déjà, on est sur de l'approximation, faut croire. Donc il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que, effectivement, on est sur une police, si on revient à la slide précédente, Marc, Ouais. comme ça, pour qu'on compare. Sur cette slide-là, effectivement, on était sur... Bon, j'ai fait exprès aussi de séquencer les mots pour avoir un effet anonnement. C'est-à-dire que nous, visuellement, on le voit pas comme ça, mais la façon dont on le lit, ça peut donner ça. Donc effectivement, il y a des mots plus simples à comprendre que d'autres. Et donc le choix aussi du vieux français, c'est effectivement de se dire, ok, bon bah si on connaît pas le texte, bah on va pas forcément comprendre les mots parce qu'il y a des mots un petit peu, voilà, par exemple gibecière, je ne sais pas ce que c'est qu'une gibecière. Voilà. Et puis on a aussi ici donc sur cette slide là un texte avec du justifié. Le justifié, vous voyez bien qu'il y a certaines fois où du coup les espacements des mots n'est pas le même que partout en fait. Donc ça peut poser problème, notamment par exemple à une personne qui va être aussi dyspraxique, avec un problème, un trouble visio-spatial, et donc du coup qui va avoir du mal à aligner voilà les lettres, aligner son regard en fait bien comme il faut quoi. Des gens qui sont dyspraxiques comme moi par exemple, on a tendance à sauter des lignes, alors qu'en fait bah non, il n'y a aucune raison de sauter des lignes. Donc voilà. Donc l'idée, moi, un conseil, et je pense qu'on y reviendra sur les conseils, hein, Ouais. un conseil, c'est d'éviter le justifié. Et certes, effectivement, ça peut faire joli, tout ça, mais préférez, comme ici, du coup, bah, quelque chose d'aligné à gauche et avec une police facile à lire pour un dyslexique. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est vrai que ça avait l'air
très compliqué pour Annelle de faire ça et s'est mis un petit peu dans la peau d'un 10 pendant quelques secondes. C'était intéressant. Merci en tout cas pour ces échanges. Avec plaisir. On vous réentendra tout à l'heure aussi pour partager voilà, beaucoup de conseils et de bonnes pratiques. Pour tout de suite, c'est de continuer à comprendre ce que peut avoir comme défi, comme difficulté. Je vais laisser la parole à Kim. Qui va pouvoir un peu nous expliquer ce qu'elle a vécu dans son parcours scolaire. Est-ce que Kim, alors on Oui, t'entend plus. Ah, ça y est, c'est bon. c'est bon? Ok. Ouais. Top, hein, merci de me laisser ce temps pour un petit Ah, peu merci. expliquer comment la scolarité fut un parcours du combattant pour moi. Donc, juste un petit peu pour le contexte, il faut savoir que moi j'ai été diagnostiquée dans un premier temps de ma dyslexie quand j'avais 6 ans. Tout simplement, on a remarqué que j'avais du mal à lire et qu'à la fin en fait de mon CP, je disais, je ne savais pas lire et je ne savais pas écrire. Ce qui a fait que c'est que tout au long du primaire, j'ai accumulé du retard et qui s'est fortement ressenti forcément au secondaire parce que ça devient un petit peu de plus en plus compliqué et il y a de plus en plus de notions à apprendre. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de difficultés d'apprentissage oral, écrite, parce qu'après, on a vu que j'étais dysorthographique parce que c'est souvent corrélé. Un manque de concentration parce que les cours, c'est beaucoup de concentration pendant 8 heures, donc j'ai du mal à me concentrer. Et puis un problème pour résumer les idées qui apporte forcément de la fatigue parce que en fonction de mon état, il y a des fois je vais être meilleure que d'autres parce que ça joue beaucoup. C'est vrai que moi pendant mon parcours scolaire, j'ai notamment au secondaire et au primaire, j'ai été très très stigmatisée durant ma scolarité. Je pense qu'il y a eu une mécompréhension des adultes due à mes difficultés, avec des remarques qui n'étaient pas, je pense, très très adaptées. Et ce qui a apporté forcément de la perte de confiance en moi, un sentiment de jamais faire assez, d'être même stupide parce que je j'étais pas comme j'étais pas comme les autres et même aujourd'hui ça a toujours un impact certain, que ce soit dans mon travail, que ce soit pour même mon permis qui a été très très compliqué à avoir. Forcément, on va dire qu'en général, moi, je sais que mes difficultés, ça a été vraiment beaucoup pendant le secondaire, le primaire, parce que le risque scolaire, faut être assez honnête, il est très standardisé. Alors moi, durant ma scolarité, on a du mal à faire face en fait aux élèves qui sont différents, mais à la différence, parce que j'ai réussi quand même à faire des études, des longues études. J'ai fait un master et je savais pas que ça faisait que 2% de la population, donc j'en suis encore d'autant plus fière. Mais pendant mes études supérieures, ça a été vraiment une nouvelle découverte. Je me suis découverte d'être une bonne élève, honnêtement, et j'ai très bien réussi parce que l'apprentissage est vraiment différent. On va être sur un apprentissage qui est beaucoup plus spécifique, on est très autonome, et puis c'est un apprentissage qui est personnalisé. Donc ce qui va forcément permettre en fait de s'éclore en tant que petit papillon. Et honnêtement, les les solutions qui m'ont aidée tout au long de ma scolarité, parce que j'ai eu de la chance par contre d'être très vite suivie parce que j'ai eu déjà un soutien familial qui a été indéfectible. Et je le redis, moi je pense que si j'aurais pas eu mes parents qui ont fait la croix et la bannière avec les enseignants ou autres, ça aurait pas été aussi facile. Que j'ai été très vite suivie, j'ai eu de l'orthophoniste, de l'orthopsie aussi. J'ai beaucoup lu. Étonnamment, moi, ça m'a énormément aidée parce on m'a dit qu'il fallait que je lise peu importe quoi, et j'ai une passion en plus pour la lecture. Aussi la manière d'écrire, des écritures en caractères plus grands, les dispositifs lors d'examens, parce que j'ai eu quand même de la chance pendant mes brevets, bac et autres examens académiques d'avoir un tiers-temps que j'utilisais à la minute près. Le Pareil.
Le fait aussi de pas avoir pendant l'examen du brevet, pas avoir de dictée, parce que la dictée, c'est la chose dont j'ai encore le point où quand à chaque mot on a une faute et on a une rature, c'est quand même pas top, et en termes de confiance, c'est impossible pour nous de le faire, quoi. Et aussi une méthode d'apprentissage différente, des codes couleurs, et notamment ce qui m'a aidé dans le supérieur, c'est l'utilisation en fait de l'ordinateur et du numérique. Honnêtement, moi le fait de passer à l'ordi, de taper et de plus écrire manuscritement les mots, ça m'a changé la vie parce que du coup, je ne devais plus faire attention aux fautes, parce que mine de, il y a quand même un correcteur, que je tape plus vite que j'écris, et prendre les notes à la main, on a toujours 3 lignes d'écart, donc à un moment donné, on se perd, et ça m'a vraiment changé ma vie pour tout, quoi. Et notamment, ce que j'avais utilisé, alors c'était quand je faisais mon BTS, c'était la possibilité d'utiliser des cartes mentales. Moi, je connaissais pas ça pendant le primaire et le secondaire, mais ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, c'est tellement une manière différente, et en fait, ça nous permet de synthétiser, parce que moi, synthétiser, c'est horrible. Je n'arrive pas à le faire, et en fait, d'avoir un outil qui me permet de résumer mes idées, ça m'a permis de faire, par exemple, des fiches que je n'ai jamais fait dans ma vie auparavant, et puis pour le travail, c'était quand même beaucoup plus pratique, et c'est aussi aujourd'hui une raison de pourquoi je travaille aussi à Mindview, parce que honnêtement, l'éducation, ça m'a toujours touchée, pour avoir eu un parcours un petit peu compliqué, et c'est vrai que apporter une solution parmi tant pour aider des élèves qui sont en difficulté, c'est toujours sympa de pouvoir allier ses convictions entre guillemets personnelles avec son travail. Voilà un petit peu Merci. le résumé. Merci Très en beau tout cas de l'avoir témoignage. fait. Ouais, merci pour ce témoignage. C'est vrai que c'est toujours touchant, et moi, c'est quelque chose qui m'avait touché. Alors évidemment, ta motivation à réussir, et puis aussi de façon un peu plus concrète, l'impact que a eu l'accès à l'ordinateur et à certains outils numériques que tu as pas partagé avec moi. Pour moi, ce que je comprends, ça a été clé, et c'est évidemment ce que je vais présenter. Donc là, on va essayer maintenant de venir sur un petit peu cette présentation de solutions, de bonnes pratiques, de conseils. Moi, je vais me focaliser là sur comment les cartes mentales peuvent aider ces élèves touchés par ces troubles du neurodéveloppement, quelles difficultés vont pouvoir être rencontrées. Vous avez à l'écran là une liste, on va dire, générale, non exhaustive, de défis que peuvent rencontrer ces élèves touchés par les troubles du neurodéveloppement. Évidemment, c'est une liste globale. Chaque élève aura des difficultés différentes, aura des besoins spécifiques, mais ces troubles, on les retrouve de façon régulière, et surtout, c'est ceux qu'on peut traiter avec la même stratégie, donc les cartes mentales et notamment notre ressource numérique. Donc, je vais utiliser les cartes mentales et notre ressource Mindview. Juste un petit mot par rapport à Mindview, dans quel périmètre on se retrouve. Il y a la notion d'accessibilité et la notion de technologie d'assistance. Donc Mindview, c'est une ressource ou un logiciel de technologie d'assistance, c'est-à-dire c'est du matériel, un outil qui va aider à réaliser des tâches qui sont soit pas possibles, soit difficilement réalisables par certaines personnes qui ont des troubles. L'accessibilité, c'est la possibilité pour du contenu ou parfois des lieux à être utilisables par tous. Donc nous, on se positionne dans la catégorie logiciel de technologie d'assistance. Pour ceux, et donc je vais montrer comment les cartes mentales vont pouvoir surmonter ces difficultés qu'on retrouve chez ces élèves, et je vais présenter ces intérêts en direct en utilisant Mindview. Donc j'ai lancé Mindview, on a différentes vues, je vais lancer cette vue Mindmap ici. Donc première chose, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les cartes mentales, premier élément important, on va utiliser des mots-clés.
Alors, je vais prendre un cas personnel que j'ai vécu récemment, qui est d'actualité. J'ai lu beaucoup d'informations sur la grève actuelle des agriculteurs. Mais comme on aurait pu, en tant qu'élève, lu et avoir beaucoup d'informations données par nos enseignants. Donc, j'ai reçu beaucoup d'informations et j'ai voulu voir qu'est-ce que je me rappelle, qu'est-ce que je fais. Première chose, grâce aux cartes mentales, c'est d'utiliser des mots-clés. Donc, on va empêcher, on va éviter ce frein de faire des phrases. On va juste mettre des mots-clés dans ces sujets-là. Donc, j'appuie ici sur ce sujet ou ce sujet là-haut et je vais noter donc ces mots-clés. Donc, éviter de faire des phrases. Donc, pour ceux voilà, hop, qui ont des difficultés à rédiger, on va déjà lever un frein. Deuxième chose, avec les cartes mentales, pour aider à cette compréhension et cette mémorisation, on va garder que l'essentiel et on va simplifier. Donc, pareil, on ne veut pas alourdir d'informations, on va y intégrer que les informations clés. Donc là, j'appuie sur Entrée et je mets les idées. Un cas de figure qui va être aussi très pratique pour ces élèves qui ont certains des élèves qui ont des difficultés de mémoire à court terme, c'est-à-dire de pouvoir capturer un certain nombre d'informations sur le moment, invitez-les, vos élèves, à prendre des notes sous cette forme-là. Et vraiment, ils peuvent, en vrac, comme l'information arrive, noter toutes ces idées sans stress, puisque toute cette information que je suis en train de noter, vraiment en vrac, à un moment donné, je vais pouvoir la réorganiser, ce qui n'est pas faisable facilement sur une feuille de brouillon ou un tableau. Donc, je note comme les idées, les informations me sont données ou comme elles sont dans ma tête, et puis à un moment donné, je peux décider de les organiser juste en glisser-déposer. Très simplement, j'ajoute et je mets je réorganise. Donc, mots-clés pour éviter de rédiger des phrases, simplifier l'information et aussi pour l'élève, faire de la prise de notes pour éviter d'oublier. Maintenant, ce qu'on va voir dans ces cartes mentales pour aider la compréhension et ces aspects de mémorisation, l'élève qui va générer cette carte, c'est vraiment un travail personnel. On va inviter l'élève à intégrer dans cette carte des images. Donc ces images vont pouvoir être intégrées ici à droite. On a une bibliothèque d'images, donc tout simplement glisser-poser. Donc là, le travail, il est créatif, c'est-à-dire je me pose la question, c'est ce que j'ai fait moi-même, je me pose la question, à quoi me font penser ces différentes thématiques, pourquoi, voilà, quelque chose qui m'a touché, moi, c'était vraiment ce mécontentement, même ce stress de leur côté. Je descends, voilà, je vais intégrer des visuels, mais vraiment qui me sont propres, qui me seront sur lesquels je pourrais revenir tout simplement ici. Je descends, je vais en ajouter un autre. Donc j'ajoute ces images. Voilà, donc je peux aller les rechercher. J'en ai une qui me parle, je l'intègre dans la branche. Donc ça, ce que je suis en train de faire, je commence à ajouter dans ma carte des indices de mémorisation. Donc on va essayer de multiplier ces indices, et lorsque je vais devoir me remémorer cette information que je vais utiliser. Voilà. Pour moi, l'origine, c'est le temps, c'est l'heure. Donc je cherche dans cette base d'images et j'ajoute. Donc, des indices que j'ajoute, c'est des images. Pareil, autre dimension que je vais ajouter à cette carte mentale, c'est des couleurs. Donc là, pareil, demandez à vos élèves d'ajouter dans leur carte des couleurs par rapport à ces thématiques, par rapport à ces sujets. Moi, l'environnement, c'est le vert, donc je peux décider d'intégrer à cet endroit-là du vert, qui, lorsque j'essaierai de me rappeler de cette information, je visualiserai cette couleur-là. Les conditions de travail, pour moi, c'est la lutte,
Donc c'est le rouge que je vais intégrer ici. Pareil, donc intégrer ces couleurs. Autre chose dans ces cartes mentales, pareil sur cette partie mémorisation et aussi s'imprégner, s'accaparer cette information, c'est des liens. Donc pour donner et ajouter de la logique à ces cartes, pour lier aussi les parties de cette carte les unes par rapport aux autres, qui seront aussi un autre chemin de mémorisation, je vais ajouter des liens. Donc, par exemple, ce que j'ai compris, c'est qu'entre les demandes et ce que l'État français peut faire et les normes européennes, il y a un lien. Donc, je peux mettre un lien visuel ici, qui, lorsque j'essaierai de me rappeler, pareil, de cette carte, quand je penserai aux demandes, bah, je me rappellerai de ce lien qui m'amènera vers les normes. Donc, aussi connecter comme autant de chemins qu'on peut avoir d'une idée à l'autre, ces idées les unes par rapport aux autres. Donc vous avez vu, c'est aussi un travail assez créatif. Je vais ajouter voilà, des images, des couleurs, je vais aussi en être fier. Je vais créer quelque chose. C'est pour ça que souvent on dit que les cartes mentales, on utilise différentes compétences, des compétences un peu plus artistiques, créatives, mais aussi logiques en même temps. Un autre intérêt des cartes mentales, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est c'est une autre dimension aussi, on va spatialiser l'information. Donc un peu comme quand on regarde la carte de France et qu'on on regarde, on voit que Lille c'est au nord de Paris, Orléans au sud, et c'est de la même façon. Quand je vais repenser à ma carte que j'ai créée, je vais visualiser aussi les lieux où j'avais la partie origine, je vais repenser à ces endroits, et donc qui va m'aider aussi de nouveau à retrouver cette information. Donc, Par contre, j'avais ouais, juste une question. hmm, J'ai essayé la dernière fois de déplacer un petit peu parce que je les trouve assez proches en fait. Par exemple, l'encadré rouge hmm. et retrouvé par exemple, je les trouve assez proches, mais je voulais savoir si du coup, On peut modifier tout ça, ouais. On peut déplacer les voilà, branches, ouais. On peut le faire et redéplacer ça. Donc pour ceux qui d'accord. veulent aller un petit peu plus loin dans MindView, il y a des formations, des choses là, je vais vous montrer, mais on peut déplacer les éléments les unes par rapport aux autres, ouais, tout à fait. Donc toute cette information annexe va pouvoir être intégrée. Donc on a un petit outil de capture, donc on peut ajouter de l'audio, des notes vocales, on peut dicter à MindView et retranscrire en texte, on peut aller capter des images, capter du texte et réintégrer dans la carte. Donc c'est aussi un endroit, et je vous invite à le faire avec vos élèves, où on peut se tromper. On va essayer, on va noter des informations, on va prendre confiance puisque c'est pas comme une feuille où bon déjà on n'a pas cette peur de mal écrire ou que ça soit moche, ça c'est assez joli rapidement, mais surtout grâce à cette organisation, cette modification, se tromper, gagner en confiance, ça fait partie de l'intérêt des cartes mentales. Un autre élément qui est souvent source de difficultés ou de stress, pour les élèves, c'est la réalisation de ces dossiers, de ces rapports. On a quelques fonctionnalités ici qui vont déjà aider à hiérarchiser un petit peu. Donc, j'ai la fonctionnalité de numérotation ici qui va donner un ordre de lecture à la carte, un peu comme on ferait dans le plan d'un oral ou un dossier. Et pour tous les personnes qui ont des difficultés à organiser de l'information, donc là, on va aussi se focaliser sur une seule page, cette carte mentale, et y intégrer aussi toute l'information annexe. Donc là, les documents que je vais pouvoir trouver, je vais pouvoir les intégrer ici avec objet. Donc, si j'ai trouvé un petit document sur la PAC sur Internet, bah, je l'intègre ici. J'ai un petit fichier Excel avec les données, voilà, je les intègre ici. Donc, c'est souvent des difficultés aussi, et pas que les élèves touchés par ces troubles, mais voilà, on s'éparpille, on met les documents un peu partout. Ici, ils peuvent être ici intégrés au bon endroit dans les branches. Même principe, on peut, dans chacun de ces éléments, ajouter un peu de texte ou dicter du texte. Donc là, je vais retrouver des informations clés, notamment dans cette note de texte ici qui est liée à cette partie-là. Donc voilà. Aussi,
centraliser cette carte et cette information à cette carte. Et lorsque vous demandez aux élèves de faire ces dossiers ou ce support, tout l'intérêt d'avoir démarré ce travail dans MindView, c'est qu'on va pouvoir générer ce rapport automatiquement. Donc, je vais juste exporter cette carte et ça, c'est une des grandes forces de MindView par rapport aux outils gratuits qu'on peut avoir en ligne disponibles, c'est qu'on va exporter ce travail et en quelques clics, tout le monde sera en mesure d'avoir un document voilà, propre. Souvent, les élèves sont assez fiers et surpris même de ce qu'ils ont été capables voilà, de faire assez facilement. La table des matières, un petit peu compliqué à faire toujours. Et puis, tout ce que j'avais intégré au fur et à mesure, on les retrouve donc les notes vocales, les liens, les images, tout ça dans un document voilà, type traitement texte qui après peut être modifié, complété et remis à son élève. Donc on veut voilà, lever cette barrière à la réalisation de ces rapports, ces dossiers, on veut faciliter ce démarrage. C'est un très bon moyen aussi quand vous demandez à vos élèves de faire des cartes mentales. En tant qu'enseignant, si vous regardez la carte d'un élève, vous allez tout de suite comprendre ce qu'il a pu retranscrire et puis ce qui manque, peut-être le guider et l'aider à retrouver et à compléter cette carte, mais vraiment d'un coup d'œil sous cette partie-là. Autre élément, on parlait de difficultés d'organisation et de planification dans le temps. On va se mettre dans un autre cas de figure. Imaginez qu'il y a un projet à faire par un élève, par un groupe. Voilà, on est peut-être souvent un peu vite, on ne sait pas où démarrer, c'est quelque chose qui nous paraît un peu parfois insurmontable. Première chose que vous pouvez faire avec aussi les cartes mentales, c'est décomposer ce projet ou ce travail en des petits bouts un peu plus facilement réalisables. Ici, donc c'est une liste de tâches qui ont été mises dans MindView et on a intégré des vues chronologiques. Donc c'est aussi un des intérêts de MindView. Si cette information maintenant, vous voulez les avoir dans un format Kanban, donc qui va permettre rapidement d'indiquer ce qui est en cours ou terminé, on peut les faire glisser ici. C'est toujours assez aussi motivant et rassurant de se dire oui voilà, j'avance, il y a des choses qui sont en cours, ça va, ça permet de souffler un peu et de se dire bon, ok, j'en suis pas à zéro et je suis en train d'avancer. Donc ça, c'est un bon moyen rapidement de savoir où on en est, en restant dans le même outil ou pour ceux qui veulent aussi aider dans une visualisation chronologique de l'information, c'est d'aller représenter ce projet sur voilà, une vue chronologique, planning, où là, juste en glisser-déposer, je peux planifier ces actions. Donc, voilà, ça peut être un plan de révision aussi, ça peut être vos progressions pédagogiques de la même façon. Et pareil, l'imprimer, le regarder de temps en temps, revoir ce qui arrive les prochaines semaines assez facilement. Donc, ces différentes représentations voilà, permettent aussi de traiter, là c'est la ligne de temps aussi qui est intégrée à MindView, de permettre de traiter ces difficultés de planification dans le temps. Donc voilà ce que je voulais vous montrer en quelques minutes par rapport à l'utilisation des cartes mentales. Je vais partager de nouveau la slide. Ici, vous retrouvez une synthèse de ces bénéfices. Je ne vais pas les relire parce que je vois que le temps presse, mais tout ça, je vous les renverrai. Une des forces aussi, on l'indique, MindView et les cartes mentales sont utilisables plus largement. Dans un établissement, vous avez une liste des usages ici. Donc, pour ceux qui veulent sensibiliser et découvrir plus dans le détail MindView, on vous enverra un petit mail, on vous proposera d'organiser une présentation pour votre établissement avec grand plaisir d'élargir et de faire découvrir plus largement. On vous enverra aussi, on a Canopé et plusieurs académies, je pense à Nancy-Metz, en Normandie, qui ont fait des reportages sur l'utilisation de MindView en classe par des élèves, par des profs. Donc, on vous enverra ces vidéos. Là, il y a une petite extraction qui a été faite
pour écouter et entendre l'intérêt que peuvent avoir ces établissements et tout ce qui a été aussi partagé, c'est basé sur l'utilisation dans des centaines d'établissements. Aujourd'hui en France, il y a à peu près 1 millier d'établissements qui utilisent Mindview, voilà, du collège jusqu'en l'enseignement supérieur. C'est vraiment une méthode qui, pour les élèves qui vont l'acquérir, qui va les poursuivre dans le sens où c'est aussi utilisé en entreprise. Les cartes mentales Mindview vont être aussi des stratégies d'aide dans cette organisation et de gestion de projet. On est utilisé à la SNCF, à la RATP, chez Suez et dans beaucoup de PME. Donc vraiment quelque chose qui va les aider plus largement que dans la classe. Juste dernière chose, pour ceux qui se posent des questions sur comment mettre en place Mindview dans un établissement, donc on a vraiment cette approche globale. Voilà, on ne veut pas que ces outils, et notamment Mindview, soient utilisés uniquement par quelques élèves qui ont soit eu la chance d'avoir le diagnostic et le rapport qui va bien. On veut que tous ceux qui peuvent en bénéficier puissent l'utiliser. Voilà, on va pas, il y a des élèves qui ne suivent pas non plus de diagnostic, donc on a cette approche de licence établissement. Quand votre établissement est abonné à Mindview, les enseignants, la direction, les élèves, vous pouvez tous y accéder dans votre établissement. Pour le financer, donc le prix dépend énormément de la taille des établissements. Soit les établissements le financent en fonds propres, ce qui est la majorité des cas, soit il y a des dispositifs qui existent dans des territoires, que ce soit dans des collectivités départementales, régionales. Il y a des projets nationaux avec le CNR, des projets Erasmus, donc dans lesquels les établissements réussissent, voilà, à obtenir Mindview via ces programmes. Au niveau accessibilité, on a la certification AA de l'équivalent du RG2A français, c'est le WCAG2, on est AA ici, sachez-le. Donc il y a aussi des fonctionnalités d'accessibilité dans Mindview qui sont disponibles. Donc pour ceux qui veulent, je vous invite à tester Mindview. On a une formation le 14 février si vous voulez, voilà, l'utiliser, créer votre première carte mentale, voir comment ça peut vous aider vos élèves. On vous invite à cette formation d'1 heure où là, il y aura manipulation de Mindview. On vous renverra cette information aussi par email. Je vois qu'il est presque l'heure, donc on va rester connecté encore un bon quart d'heure pour continuer sur ces conseils et bonnes pratiques. Donc, ceux qui doivent partir, vous inquiétez pas, vous recevez le replay, mais maintenant, je vais laisser la parole de nouveau à Cécile notamment et Aurélie sur le partage de ces bonnes pratiques qu'il peut avoir dans un établissement pour ses élèves. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, Marc, sur le fait que le logiciel, il n'était pas uniquement pour les élèves qui ont reçu un diagnostic. C'est effectivement un vrai tremplin vers le monde professionnel et c'est la carte mentale, c'est un outil qui peut être utilisé par ceux qui trouvent un intérêt à utiliser les cartes mentales et qui vont avoir une méthode d'apprentissage qui sera adaptée. Alors, ce qu'on va dire après cette présentation-là, elle s'appuie sur un principe de base, le principe d'éducabilité de tous, qui est inscrit dans le Code de l'éducation. Moi, c'est quelque chose auquel je tiens vraiment, c'est-à-dire que tout enfant est en capacité d'apprendre, et à partir de ce principe-là, l'inclusion, elle est naturelle elle doit être naturelle au sein des établissements scolaires et de la société en général ensuite. On peut passer à la slide suivante. Je fais un petit rappel. Alors, je reviens à mon ancienne casquette d'inspecteur. Il faut savoir que la prise en compte de la diversité des élèves fait partie des items qui sont pris en compte dans les entretiens, dans les rendez-vous carrières. On a construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves dans les critères d'évaluation des enseignants. Donc, l'école inclusive, ça rentre aussi dans ce champ-là.
En tant qu'ancienne chef d'établissement et comme inspectrice, je pense que la notion de, enfin, tout ce qu'on peut faire pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, ça doit rentrer dans une politique d'établissement. Ça concerne pas uniquement l'enseignant dans sa classe, c'est quelque chose qui doit être pris à bras le corps, dont on va parler en réunion de rentrée, dont on va parler en conseil pédagogique, avec l'idée d'harmoniser les pratiques. Alors, moi, je parle beaucoup second degré, hein, il y a peut-être des enseignants du premier degré et il y a des choses qui vont pouvoir prendre, mais c'est vrai que quand un élève arrive au collège, hein, second degré, c'est collège et lycée, quand un élève arrive au collège, il va avoir plusieurs enseignants, plusieurs matières, avec quelque chose qui est déconnecté d'une heure à l'autre. Et à chaque fois, finalement, l'élève, il doit s'adapter à la pratique de Monsieur X, Madame Y, Madame Z. Et là, c'est un peu compliqué. Donc, si déjà on réfléchit un peu ensemble à comment on peut harmoniser certaines choses pour éviter d'avoir ces switches permanents d'un collègue à l'autre, bah, ça peut être intéressant. Notamment, je me permets, Cécile, notamment au niveau de la façon de faire le contrôle. Tout à l'heure, je vous parlais d'éviter de justifier, avoir une police qui soit facile à lire, voilà, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui après, mais non, voilà. voilà. Donc, Voilà. après, en termes de politique d'établissement, ça peut être demander une formation pour l'établissement, ça peut être réfléchir ensemble à un guide de bonne pratique. Et si on va dans la classe, on peut changer, Marc. Si on va dans la classe, effectivement, il y a quelques informations. L'idée, c'est que ce qu'on va faire, ça va être utile aux élèves à besoins éducatifs particuliers, mais ça va être, enfin, c'est pas gênant pour les autres et ça peut être utile aux autres. Donner des documents aérés, écrits dans une police 10 compatible. Alors 10 compatible, Aurélie, on en parlait tout à l'heure. 10 compatible, ça veut dire que c'est une police sans sérif, on appelle. C'est pas Times New Roman, ça peut être simplement Arial, ça peut être Lexand, ça peut être Open Dyslexie. Luciole, Naoma. On en trouve plusieurs et on évite les toutes petites tailles parce que quand il faut prendre la loupe en plus de devoir décrypter, ça devient compliqué. Numéroter les pages, on a entendu qu'il y avait des problèmes de planification, d'organisation. Si vous donnez des documents sans numéroter, vous pouvez être sûr que vous allez retrouver tout dans un sac et jamais classé. Quand vous avez des élèves concernés, n'hésitez pas à solliciter la concentration, appeler l'élève. Moi, ce que j'avais vu dans un collège sur l'Académie de Lille où j'étais, c'était un baromètre qui avait été mis dans la classe, enfin dans les classes, et que l'enseignant pouvait manipuler pour attirer l'attention. Alors, ça part de ce que présente Philippe Lachaud dans son MOOC sur l'attention, ça s'apprend, où il explique que il y a un moment, on peut avoir besoin de focaliser son attention fortement, comme si on était sur une poutre et qu'on devait traverser. Là, il faut être attentif. Et quand on est sur un grand espace et qu'on doit marcher, l'attention est pas besoin d'être aussi soutenue. Et le fait d'avoir ce baromètre en classe, où à un moment on dit attention aux élèves, là, il faut vraiment que vous écoutiez parce que l'information, elle est cruciale. Ça peut être un moyen de dire, hop, je reviens au cours, je reviens à l'important. Reformuler les consignes de manière explicite. Alors, pareil, on en parlait l'autre jour, c'est quoi explicite, c'est quoi implicite? Déjà, l'implicite, Aurélie, tu racontais ton histoire, j'ai trouvé ça super. Aurélie, à la fin des cours, elle ne savait pas quand est-ce qu'il fallait ranger ses affaires. L'implicite fait que, implicitement, quand on est un élève dans un établissement scolaire, a priori, quand on sent que la fin du cours arrive, on entend souvent les trousses qui bougent et les élèves qui rangent, mais c'est pas naturel pour tout le monde. Et donc, dire clairement, maintenant, vous rangez vos affaires dans votre cartable, on est explicite parce qu'il est l'heure de ranger. Il est l'heure de ranger ses affaires, c'est pas explicite non plus. Il faut être vraiment très précis. Donc là, on parle surtout pour les des personnes qui vont être avec des troubles des syndromes des exécutifs, hein, notamment, et puis TDAH, parce que bon, et TSA. on va pas se le cacher. Et TSA, là, pour le coup, l'implicite n'est pas clair du tout. Segmenter les consignes, éviter d'avoir une question avec plein de questions dedans, faire des tirets et que les élèves sachent ce qu'ils doivent faire, les choses après les autres. Et en fonction des élèves, on va pouvoir privilégier l'oral et l'écrit. Certains vont préférer répondre à des questions à l'oral. Alors, à une époque, moi, j'avais des profs d'anglais qui faisaient enregistrer des choses dans les couloirs. Donc, voilà, c'est comment arriver à privilégier ça. Et quand on a un élève qui s'exprime plus facilement à l'oral, de ne pas hésiter à l'interroger en classe
pour attirer son attention et lui permettre de participer. Moi, c'est ce qui m'a aidé, hein. L'oral, j'avoue que l'écrit, pour tout vous dire, j'ai eu 16 à l'oral de français et 6 à l'écrit de français. Mm. Il y a quand même 10, 10 points d'écart entre les deux et pourtant c'est la même personne. Toujours dans la classe, je pense que c'est important de proposer des méthodologies de travail. Alors, souvent, enfin, moi, je me rappelle avoir dû ressaisir des bulletins scolaires au moment de l'admission post-bac parce que le passage de l'un à l'autre ne passait pas et où je voyais tout le temps qu'il fallait travailler la méthode. Donc, je pense que c'est important d'aider les élèves, de leur proposer plusieurs méthodes pour qu'ils se saisissent de l'une ou de l'autre, celle qui leur convient le mieux. Les cartes mentales, ça peut être une méthode. La méthode Pomodoro pour réviser, où on va se concentrer pendant un certain temps, faire une pause pendant un certain temps et se reconcentrer pendant un certain temps, bah, c'est efficace pour certains. Proposer, mettre un timer en disant, bah voilà, vous avez 5 minutes, mais on a quelque chose, tout à l'heure tu parlais de la barre qui devait progresser, mais on a quelque chose de visuel. Alors on a des timers qui existent, on a des choses qu'on peut mettre sur son rétroprojecteur, mais donner un visuel du temps qui reste, du temps qui passe. C'est proposer aussi les méthodes de révision. Alors, faire la fiche de synthèse du cours, c'est pas forcément la seule solution et c'est pas forcément la meilleure. Moi, j'invite les profs, les enseignants à faire le MOOC de Franck Ramu sur la psychologie des enseignants, qui parle vraiment de la mémorisation, où il parle de tout ce qui est flashcard, mémocards qui vont être soit physiques, soit numériques et qui vont aider à se repositionner dans le temps pour apprendre. Mais c'est quelque chose à apporter aux élèves. Et puis finalement, il y a quelque chose qui peut être sous forme de jeu et se dire qu'on va travailler aussi ça, c'est important. D'ailleurs, il y a une superbe application qui s'appelle Quizlet, qui est vraiment géniale pour réviser, notamment. Ça fait effectivement des flashcards et en fait, on peut faire des mémories, on peut faire des quiz et c'est génial. Dans les aménagements qui sont souvent préconisés pour les élèves, on a le tiers-temps et en fait, les élèves ne savent pas forcément s'en servir. Donc, Kimberly le disait tout à l'heure, elle l'utilisait jusqu'à la dernière minute. Il faut aussi que dans ces tiers-temps, les élèves apprennent à prendre le temps de poser leur cerveau. Moi, je dis souvent, quand je fais mes sensibilisations, je fais le rapport avec ce qui se passe à la sécurité routière. Et je dis, Bison Futé, il ne dit pas aux gens de s'arrêter toutes les 2 heures pour remplir les stations-service. Il dit aux gens de s'arrêter toutes les 2 heures pour que le cerveau puisse se poser et qu'on soit suffisamment attentif quand on conduit. Et donc, en fait, quand on travaille, quand on fait un devoir, eh ben, on est en charge cognitive. Pour un élève concerné par des troubles neurodéveloppementaux, la charge, elle est encore plus forte. Et donc, il y a un moment, il faut apprendre à se poser. C'est-à-dire que j'ai du tiers-temps, mais le tiers-temps, il est aussi fait pour que j'ai des micro-pauses dans mon temps de travail, de façon à ce que mon cerveau soit le mieux possible configuré pour pouvoir travailler. Donc ça s'apprend, ça se discute avec l'élève. Je pense qu'il est important aussi de parler des relations avec les parents et les responsables légaux. Alors, il y a eu des questions là-dessus, donc notamment là pour le coup pour le primaire, mais on détecte aussi dans le secondaire des potentiels troubles neurodéveloppementaux. Je vous invite à ne pas dire à des parents, votre enfant il est dyslexique. En fait, on peut signaler qu'on a remarqué qu'il y a une difficulté à lire, qu'il y a plus de temps pour acquérir certaines choses et on peut inviter à. Mais il y a besoin, le diagnostic, il est posé de manière différentielle, c'est-à-dire qu'un médecin va envoyer chez un ophtalmo pour vérifier qu'il n'y a pas de problème de vue, va envoyer chez un ORL pour vérifier qu'il n'y a pas de problème d'audition, va faire passer un test de QI pour vérifier qu'il n'y a pas de déficience intellectuelle, va envoyer chez un orthophoniste pour les faire vérifier, et là, il posera le diagnostic. On ne peut pas poser un diagnostic dans sa classe. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu de pub pour ma brochure 10 mode d'emploi, qui est un guide des premiers secours pour accompagner les 10. Donc du coup, où justement vous retrouverez tous les bilans effectivement qu'on peut mettre en place pour des diagnostics en fonction du trouble 10. Voilà. Je
Je vous invite aussi à éviter de mentionner les troubles sur les bulletins scolaires. Comme je disais tout à l'heure, on ne met pas sur un bulletin scolaire un tel, nous félicitons un tel parce qu'il a réussi à traverser la cour avec son fauteuil roulant. Ça se dit pas. Donc voilà, on ne va pas dire on le félicite parce qu'il a réussi à écrire malgré sa dyslexie. Je vous invite aussi à pratiquer la coéducation. Des fois, on a l'impression qu'on n'a pas le même élève, enfin, on n'a pas le même enfant à l'école et de ce que nous disent les parents. Et en fait, on s'aperçoit aussi souvent que l'élève, l'enfant, il sait qu'il doit avoir une certaine attitude en classe et il va se suradapter, il va faire des efforts considérables. Et quand il arrive à la maison, il s'écroule. Moi, j'accompagne beaucoup de familles où je vois ça, des parents qui n'en peuvent plus de voir leur enfant arriver, épuisé, pleurer, plus savoir rien faire. Comme tu le disais, Aurélie, après la séance, là, tu vas parler comme un enfant de 5 ans, mais c'est ça. Là, tu te suradaptes pour pouvoir être avec nous. Et puis après, ouf. Et donc là, c'est pareil. Quand les parents ils vous disent que c'est compliqué à la maison, il y a aussi la suradaptation quand tu as du mal à te concentrer, enfin, quand tu t'es concentré un max et tu as le gamin qui s'est concentré bien comme il faut, et il est sage et tout. Et ben il arrive à la maison, c'est une pelle électrique, il en pleut plus. Bah moi c'était un peu ça moi. Et en fait moi je me suis fait diagnostiquer qu'à l'âge de 30 ans. J'en ai 32 aujourd'hui, bientôt 33. En fait ça met du temps parce que en fait à l'école on le voyait pas parce que j'étais tellement dans les études qu'en fait voilà ça me permettait de combler ce problème d'hyperactivité et du coup voilà, comme j'étais hyperactive, j'adorais faire mes devoirs. Et donc, du coup, ça me donnait un prétexte, voilà, ça alimentait l'hyperactivité. Mais dès que je me suis retrouvée à être au chômage pendant quelques temps, je me suis dit, mais oula, au secours, je n'ai plus rien à faire. Et là, j'étais complètement démunie, en fait. Et c'est là qu'on a commencé à comprendre qu'effectivement, il y avait l'hyperactivité qui était là quand même. Il y a des psychiatres qui parlent de camouflage pour la suradaptation. Et ça, c'est important parce qu'au moment où justement on va remplir ce fameux GVASCO, ce que disent les parents, ça fait que si eux, ils voient qu'il y a vraiment besoin de ces adaptations en classe pour éviter d'avoir un enfant complètement épuisé quand il rentre chez lui, il faut arriver à le dire pour que la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, puisse prendre des décisions en conséquence et que derrière, il y ait de l'accompagnement qui soit le bon pour que l'enfant puisse révéler son potentiel en classe et l'adulte ensuite dans le monde du travail. Alors, je sais qu'on a dépassé un peu, mais on va rester connectés. Si ça vous va, Cécile et Aurélie, encore quelques minutes. Et il y a quelques questions aussi que je pourrais vous faire parvenir. Oui, voilà. En finale, on avait quelques bons conseils. C'est toujours valoriser les points positifs. C'est aussi pas réfléchir en se disant que l'école inclusive, c'est du travail en plus. C'est penser à l'accessibilité universelle. Et donc, quand on conçoit son cours, on le conçoit en le mettant en police 10 accessible dans le bon format, en ne justifiant pas. Voilà, on pense à tout ça. La différenciation, en fait, c'est apporter différents moyens d'apprendre et finalement, ça va servir aux élèves neuroatypiques, aux élèves à besoins éducatifs particuliers, mais à tous proposer Pomodoro, proposer la carte mentale, ça va servir à tous les élèves. Établir des routines, c'est valable pour tous les élèves, mais ça aide grandement les élèves avec des troubles neurodéveloppementaux. Anticiper les changements, les imprévus. Ça c'est valable notamment pour les TDAH et les personnes avec des syndromes des exécutifs. Oui, et sur le TSA aussi. TSA, et sensibiliser toute la communauté éducative, ça veut dire qu'on sensibilise les enseignants, qu'on sensibilise les agents, qu'on sensibilise les AED, qu'on sensibilise les élèves, qu'on sensibilise les parents d'élèves pour que tout le monde soit dans cette ouverture sur l'accessibilité universelle et le fait que l'école soit accessible à tous. Tout à fait. Parfait. Juste une chose que je vais faire parvenir à tout le monde. Donc, j'enverrai à tout le monde la synthèse. Je vais mettre aussi à l'écran nos coordonnées respectives. On va rester là-dessus. Je vais vous faire parvenir quelques questions. Je regarde juste 30 secondes sur la partie questions, ce qui me permet, je vais mettre à l'écran un petit sondage, comme je vous l'indiquais.
on organise des présentations concernant l'utilisation des cartes mentales donc, et de Mindview pour les établissements. Si vous voulez proposer cela dans votre établissement, vous pouvez répondre au sondage qui apparaît. Donc, on vous fera un petit mail et pour vous proposer un petit échange téléphonique et évoquer ces différents points concernant Mindview. Et voilà, vous avez juste à cliquer une des réponses. Alors, je regarde juste les questions. Alors, je peux vous en faire parvenir une première, si ça vous va. Question de Saïd. Alors, les parents devraient-ils s'abstenir de faire les devoirs à la maison avec leurs enfants 10? On va faire une réponse de Normand, oui et non. Non, je pense que ça peut être intéressant de faire les devoirs avec les enfants si on a compris qu'il est nécessaire de séquencer, de pas travailler pendant 2 heures de suite et de s'énerver si ça rentre pas. Mais plutôt, effectivement, de pouvoir apporter des choses sur la méthodologie de travail. Ça peut être aussi l'occasion de parler de la carte mentale avec son enfant. Ça peut être aussi l'occasion de voir ce qui se passe, de l'aider de reformuler pour l'aider à répondre à l'exercice. Donc, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de. Alors après, si c'est un temps de crispation, c'est arriver à trouver le moyen de décrisper les choses. Voilà, il faut éviter les séquences de 3 heures de travail où on ne s'arrête pas et où on se prend la tête, quoi. Ça, c'est sûr. Moi, j'avais une de mes patientes qui, sa mère m'a dit, mais moi, je veux aider ma fille à faire ses leçons parce que je vois que elle a mal à la main, donc elle ne peut pas écrire comme elle veut. La question, c'est aussi, est-ce que le fait d'écrire à la place de l'enfant, est-ce que ça va pas lui poser problème par rapport au justement par rapport au quand elle a fait l'exercice, elle donne les responsables sa mère, mais elle-même elle dit mais arrête maman, moi je mais le problème c'est qu'elle est tellement épuisée qu'elle ne peut pas faire l'exercice manuscritement. Ça Les peut élèves faire ont partie tellement peur peut-être d'être d'André Vasco. les élèves, ils ont tellement peur d'être stigmatisés, remarqués, que des fois, ils refusent même les aménagements. Moi, j'ai le cas de jeunes que je suis qui ont du mal à prendre l'ordinateur en classe parce que ça Moi fait j'ai eu qu'ils cette sont. chance, de l'accepter Voilà. personnellement. Moi ça Il y m'a en a, sauvé la vie comme Kimberley. il y en a pour qui c'est difficile et c'est là que la sensibilisation de tous, élèves compris, c'est important parce que ça peut permettre de comprendre que chacun va apprendre à sa façon. Et voilà. Très bien. Alors, une autre question. Alors, je pourrais relire aussi quelques avis. Alors, quel type de caractère choisir en priorité? Quelle police à favoriser? Peut-être revenir Arial. dessus. Arial, Arial. c'est un indémodable. Alors certes, c'est pas non plus c'est pas non plus si joli que ça, mais Arial, c'est un indémodable. Voilà. Oui. Mm. Après, si le cours est... De préférence en 12-14, Ouais. mais Si le 12 cours est... minimum. Ouais. Si le cours est donné, l'élève, il peut éventuellement le retranscrire dans la police qui va lui convenir, parce qu'en fait, on va s'apercevoir que chacun va avoir une police un peu plus compatible avec lui-même. Mais c'est vrai que Arial, voilà, ça va. C'est pas super beau, mais au moins, a priori, ça s'adapte majoritairement à tout le monde. Alors, alors c'est un peu dur pour moi d'avoir les questions. Alors, en RED+, de nombreux enfants ne sont pas suivis par les familles pour diverses raisons. Pas de bilan, des promesses de la part des parents. Comment peut-on agir pour nos élèves 10? La première chose à faire, c'est penser accessibilité quand on crée ses cours. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas de diagnostic qu'il n'y a pas des adaptations à faire. Et donc, alors, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas toujours égalité des chances, hein. Mais
Mais si effectivement on peut reformuler les consignes pour l'ensemble des élèves, ça va servir à ces élèves-là. Si on distribue des documents aérés, ça va servir à ces élèves-là. Si on leur propose, quand ils lisent, d'avoir la règle sous le document qu'ils lisent, ça va leur servir parce qu'ils vont pouvoir suivre la ligne et pas passer. Enfin, voilà, c'est amener des petits éléments qui peuvent être utiles pour tous. On ne va pas stigmatiser. Il n'y a pas le diagnostic, donc ça ne va pas être évident. Mais en même temps, on peut quand même adapter les choses. Et je comprends la difficulté, effectivement, de dire il n'y a pas le suivi, puis des fois, il n'y a pas la place, puis des fois, il n'y a pas l'argent pour faire passer certains tests. Hein. L'orthophonie, c'est pris en compte, mais Ouais, psychomotricité, et après, il y a etc. aussi parfois le déni des parents, Voilà, malheureusement. aussi. Donc, c'est comment on va quand même amener des éléments de différenciation et d'aménagement sans stigmatiser et en même temps en amenant de la facilité pour les élèves. Il y a une question aussi, alors je n'ai pas le nom qui apparaît. Si, Audrey. Comment gérer les évaluations avec les élèves 10? Et pour répondre à la question de Thierry, je vais remettre donc la formation qu'on fait à Manu à l'écran pour ceux qui veulent scanner. Donc, alors voilà, Audrey nous demande comment gérer les évaluations avec les élèves 10, les laisser avoir une carte mentale de vocabulaire, garder leur cahier, etc. Alors, avoir leur cahier, c'est pas la solution. Je pense que effectivement, si les élèves se sont saisis de la carte mentale, ça peut être un bon outil. On disait en préparant la conférence que régulièrement dans les aménagements, il est demandé aux enseignants de donner le cours aux élèves. Et moi, j'ai souvent entendu des enseignants, et je le comprends, dire mais si je lui donne le cours, il va plus prendre le cours. La solution, c'est peut-être de dire ok, tu vas avoir le cours de manière numérique, mais pendant le cours, tu fais une carte mentale. Tu synthétises, tu prends les idées et moi je regarderai ce que tu as pris, voilà, on regardera si tu as fait la synthèse, si tu as pris les idées principales. Ça lui permet de se concentrer, ça lui permet d'utiliser l'outil de carte mentale et en même temps, quelque part, il va quand même avoir la solution du cours donnée de manière numérique. Sur les évaluations, reformuler, si possible donner du temps en plus, mais c'est pas toujours évident parce que les cours ils font 1 heure et ils font 1 heure. S'il y a un ou une AESH dans la classe, c'est peut-être réussir à trouver une salle où on va pouvoir reformuler plus facilement à l'oral pour certains élèves, mais des fois ça a un côté stigmatisant. Le côté on rajoute 30% ou on enlève à 30%, c'est pas toujours évident. La carte mentale et vraiment adapter les supports, c'est déjà une première chose. Par exemple, les dictées aménagées existent déjà, mais pour un élève dyslexique, plutôt que d'avoir à répondre complètement à la question, ça va être de cocher la bonne réponse. Proposer quelque chose de l'ordre du QCM qui va faciliter la rapidité de la réponse. Voilà, des choses comme ça. Il y a plein de solutions. Ça peut être un peu fonction de la matière du cours. Après, le problème des QCM, des fois, c'est qu'il y a des profs qui vont parfois me dire, moi je sais que j'ai déjà eu le cas, hein. Des fois, il y a des profs qui disent bah ouais, mais c'est de la triche parce que en fait, on te donne à moitié la réponse, donc en gros, tu as triché parce que il y a la réponse sous le nez, quoi. Je sais pas comment. Ouais, au permis de conduire aussi, hein, au code, on a un QCM. Au code, Je suis d'accord. Et moi d'ailleurs, j'avais du mal à comprendre certaines réponses qu'on m'a défendues. Je pense que ça doit être pareil, Kimberley. Ouais. Il y a une autre point qui a été, je crois qu'il y a plusieurs personnes, j'en vois une, c'est Christelle, mais je crois que j'ai vu passer la question, c'est un peu le regard des autres élèves lorsque un élève ramène son ordi en classe, comment aider à dépasser cette crainte du regard des autres, cette peur un peu d'avoir voilà, juste son ordinateur alors que les autres l'ont pas. Est-ce que il y a tout le travail de sensibilisation des autres élèves. Hein. Aurélie, je crois que tu as travaillé avec je sais pas si tu as travaillé avec un prof de techno d'Orléans qui propose des ateliers de sensibilisation des élèves. Hein. On trouve ça je crois que c'est sur Canopé d'ailleurs.
qui permet C'est de... pas plutôt prof de scientifique, Éric Veneuil, Moi, je sais plus. à Enfin, je sais Voltaire. pas. Ça doit être ça. Mais bon, voilà, sensibiliser les autres élèves à l'inclusion, à la diversité, et rassurer vraiment l'élève en question sur le fait que il peut l'utiliser en classe. Enfin, Moi, il y a des pas fois, je simple, donne mais l'exemple. c'est un vrai sujet. Ouais, c'est un vrai sujet. Et moi, des fois, que je donne l'exemple de, par exemple, pour ceux qui connaissent Philippe pas Trottin, n'importe quoi, Philippe Croizon, en fait, Philippe Croizon, il est amputé des quatre membres. Si on lui donne pas son fauteuil roulant ou ses prothèses de jambes, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de marcher des heures et des heures. Donc, ne pas avoir l'ordinateur, c'est comme si, c'est pareil, un myope. Un myope, s'il a pas ses lentilles, s'il n'est pas opéré ou s'il n'a pas de ses lunettes, c'est pas en lui enlevant ses lunettes qu'il va voir plus clair. Donc, c'est un peu pareil pour les troubles 10, notamment dysgraphie. En fait, on a des difficultés pour écrire. Si on nous enlève l'ordinateur, c'est pas comme ça qu'on va écrire mieux. Voilà. Donc, voilà. Je fais souvent l'allusion à si tous les gens quand je fais de la sensibilisation auprès d'adultes en leur disant, mais voilà, si là je demande à tous les adultes d'enlever leurs lunettes dans la salle, est-ce que vous trouveriez ça normal? Voilà, tout le monde réagit. Après, ce que je leur fais faire, c'est que quand on parle de compétences à évaluer et tout ça, je mets une corbeille sur le bureau quand j'ai une grande salle, et puis je demande à tout le monde de froisser une feuille et à tout le monde de lancer la feuille dans la corbeille. Celui qui est devant, il a quand même beaucoup plus de facilité que celui qui est derrière, et pourtant on lui demande la même chose. C'est pour expliquer que, par exemple, pour un enfant dyslexique qui a un exercice de maths à résoudre, s'il n'arrive pas à lire la consigne, en fait, c'est je suis plus loin de la corbeille. Alors, je sais résoudre l'exercice, froisser la feuille, je sais le faire. Mais par contre, aller lire la consigne, c'est compliqué. Donc, c'est comment je permets d'accéder à la consigne pour pouvoir faire ce que j'ai à faire, la compétence que j'ai vraiment à évaluer. Donc, l'ordinateur, c'est un moyen d'accéder, de faire. Voilà. Et comme Kimberley, avec tous les élèves. Et comme Kimberley, moi vraiment ça m'a sauvé la vie. J'ai aussi été jusqu'en deuxième année de master. J'ai pas eu mon deuxième année de master en informatique malheureusement parce que j'ai été discriminée au travail. Ça c'est un autre sujet que je traite pas mal en sensibilisation, notamment dans les entreprises. Mais voilà, c'est pas parce qu'on est 10 que c'est une tare ou que c'est qu'on est moins bien que les autres. Au contraire, il y a même des fois des personnes extraordinaires. Et voilà, moi vraiment le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'on a tous des difficultés, certes, mais on a tous des forces, et en fait, il faut pas les oublier, ces forces-là. Et d'ailleurs, les rééducations, en général, sont justement faites par les forces qu'on a, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir des difficultés, par exemple, à lire, mais peut-être qu'on va compenser par justement le langage, par la compréhension orale, par le langage oral, par une mémoire auditive un peu plus importante qui va compenser ce trouble de dyslexie, par exemple. Et moi, j'en ai fait mon cheval de bataille et aujourd'hui mon métier parce que justement, en fait, j'ai trouvé les forces que j'avais et là où j'étais bonne. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai lu le texte, mais je l'ai lu par cœur parce qu'en fait, je l'ai beaucoup entendu, en fait, ce texte-là. Et du coup, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment se dire, OK, certes, il y a des difficultés, mais il y a surtout des forces et ça, faut pas les oublier, c'est l'iceberg, quoi. La partie visible, souvent, c'est effectivement les difficultés, mais en dessous, il y a de grandes forces et il faut pas les oublier. Voilà. Super. Je vous propose de clôturer la conférence sur ces mots-là. On va vous envoyer une synthèse, donc l'enregistrement, le document, peut-être quelques informations. Je vais ajouter peut-être aussi quelques références qui ont été données sur des MOOC, notamment des MOOC. Donc, j'ai vu qu'il y avait des dizaines et des dizaines de questions. Malheureusement, on ne peut pas toutes les traiter, mais
En tout cas, merci d'avoir aussi partagé parfois vos avis ou vos expériences par écrit. Merci encore à Cécile et Aurélien pour d'avoir pris le temps de partager votre expérience, votre expertise là-dessus. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Merci. Et puis j'espère à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.